des architectes paysagistes. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. À la fin du XIXe siècle, au nord-ouest des Highlands, un aristocrate écossais, Osgood Mackenzie, décide de créer une oasis de plantes exotiques sur cette terre battue par les vents et les tempêtes. Le Loch Ewe est un bras de mer où l'influence du Gulf Stream a permis à de nombreuses plantes venues du Chili, du Népal ou d'Afrique du Sud de s'adapter. Ces 25 hectares de potagers, de forêts et de jardins sont une véritable anomalie à cette latitude proche de celle du Sud-Groenland. Depuis plus de 40 ans, on relève ici quotidiennement les données climatiques pour la météo britannique. Ces données aident également les jardiniers d'Inverview, comme James Hannaford, à anticiper les tempêtes. Chaque matin, on peut le retrouver face à la baie. James, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Ce que nous allons faire aujourd'hui, Jean-Philippe, c'est finaliser mes observations pour la météo. La première chose que je dois déterminer, c'est le vent. Il y a deux choses que je dois faire. Je dois jauger, 1, la direction, et 2, la vitesse. Je regarde toujours les prévisions la veille au soir, mais c'est quelque chose que je peux déjà voir avec les vagues. Aujourd'hui, je peux aussi sentir le vent sur mon visage, ou regarder la fumée du feu qui se trouve là-bas. Là, je dirais que nous avons une légère brise. Et est-ce que tu regardes les nuages ? Oui, et pour faire ça, on note sur une échelle de 1 à 8. Dans ma tête, je divise le ciel en 8 parties. Plus c'est nuageux, plus le chiffre est élevé. Par exemple, aujourd'hui, je dirais que nous avons un 7, parce que le ciel est principalement couvert de nuages avec seulement quelques éclaircies. Et tu as écrit toutes tes données sur ce document ? Oui, on peut voir là, au sujet du vent. 14 différents types de vent, en fait. Oui, donc aujourd'hui, je dirais sûrement une brise légère. C'est un petit vent pour eux, mais pour les Français, je pense que c'est un vent beaucoup plus fort, en fait. Oui, sûrement. Alors James, ce qui est remarquable ici, c'est qu'on est à la même latitude que Moscou, mais on n'a pas du tout les mêmes températures. Oui, exactement. Nous sommes très au nord, et normalement, nous devrions avoir des conditions climatiques extrêmement froides. Mais ce qui est particulier ici, c'est que même si l'on se trouve à une latitude de 57 degrés nord, nous avons l'influence du Gulf Stream, qui traverse les Caraïbes et arrive ici. C'est ça qui, de toute évidence, bloque les grands froids, la neige. Et heureusement, car sinon, nous n'aurions rien de tout ça ici. C'est l'une de mes grandes satisfactions à travailler ici. Je suis capable de faire pousser des plantes, ce qui ne devrait pas être possible. Mais le défi, c'est bien évidemment le vent. Le jardin est naturellement protégé par une haie brise-vent. Encore une fois, sans cette haie, nous ne pourrions pas faire pousser les plantes au maximum de leur potentiel. En fin de compte, c'est la première barrière de défense. Et la haie brise-vent, c'est ce qu'on devine qui est juste derrière le jardin, puis qui file sur toute la baie et qui protège effectivement tout le jardin. On va aller la voir. Oui, allons-y. Alors Jean-Philippe, nous arrivons ici au point de vue le plus haut. Et d'ici, nous pouvons réellement voir l'envergure de cette partie de la haie brise-vent. Cette haie que nous regardons fut installée par Osgood Mackenzie.
et elle est vraiment fondamentale pour le jardin. Au tout début, il faut se souvenir que cet endroit n'était qu'un simple rocher. Alors la première chose qu'il a dû faire, c'était d'installer cette haie pour protéger le jardin. Il l'a fait avec des pins d'Écosse, des pins noirs, des pins corses. Il a aussi écrit qu'il avait utilisé des chênes et des hêtres, mais ils ont quasiment disparu aujourd'hui. Les vieux arbres que vous voyez ici aujourd'hui sont ceux d'origine. Une chose intéressante à propos des pins d'Écosse, c'est qu'ils viennent de graines d'origine locale, du Lochmarlie et des îles là-bas. Ils font partie des forêts typiques d'Écosse. Utiliser des espèces locales pour une meilleure croissance des plantes était une initiative assez novatrice pour l'époque. Le jardin est soumis au vent violent et plus rarement au vent froid. La haie brise-vent protège l'ensemble du site. D'abord le sous-bois jardinet, le Woodland Garden, puis le potager, préservé des vents et des marées, grâce à un mur de soutènement en demi-cercle. Le Wall Garden est un jardin clos de murs de plusieurs mètres de haut. Ce jardin potager en terrasse fut le tout premier à être aménagé ici. Becky Middleton, jardinière, plante, sème et entretient dans ses carrés les légumes et les fleurs en jouant sur leur forme, leur feuillage et leur couleur. Je la coupe comme ça, c'est bon? Oui. Ça, c'est assez fané. Is it enough to be cut? Oui, là, c'est bon. Becky, quand on est dans ce type de paysage, on est plutôt sur un sol qui est très dur, qui est très rocheux. Généralement, on a un peu du mal à faire pousser des plantes et des légumes. Donc je suppose que vous avez fait quelque chose pour que ce sol il soit aussi riche, en fait. Si vous regardez en face, de l'autre côté de la baie, vous pouvez voir sur quelle terre l'Écosse a été créée. Donc avant qu'Osgood ne commence à créer le jardin, cela devait ressembler à cela. Dans le sol ici, sous nos pieds, c'était probablement de la roche ou des gravats sableux, ainsi que de la tourbe, comme dans le reste du jardin. Pour faire un jardin potager avec des légumes, ils ont importé une grande quantité de terre fertile. D'après les archives, nous pensons qu'ils ont importé de la terre cultivable, de la tourbe probablement, ainsi que du limon provenant du lac. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir cette incroyable terre cultivable ici. Nous devons ainsi utiliser du compost que nous produisons dans le jardin. Fréquemment. Toute l'année, oui, toute l'année. Nous utilisons des algues sur les parterres, ce qui est en fait une tradition ancienne en Écosse pour nourrir le sol. Et donc les algues, elles viennent directement du lac, en fait, et de la mer. Vous les apportez ici. Et alors après, qu'est-ce que vous en faites? Vous les mettez au compost d'abord, ou alors vous les mettez directement dans le sol? En automne, nous prenons un tracteur et une benne et nous allons jusqu'à la côte. Nous la chargeons d'algues. Ensuite, nous la rapportons ici et en temps normal, nous laissons la pluie enlever le sel des algues pendant plusieurs jours. Après, nous la rapportons dans le jardin et nous répandons les pointes des algues sur les parterres. Puis au printemps, quand les algues ont fait leur travail, nous les détruisons et elles vont au compost. Becky, pourquoi tu as choisi de venir dans un lieu comme celui-ci? Parce que c'est pas juste devenir jardinière, c'est aussi devenir jardinière dans une géographie, un lieu qui est assez complexe, quoi, qui est pas évident. Les hivers sont compliqués, il y a toujours du vent, c'est pas facile, quoi. Oui, tu as raison. Je crois que travailler ici, ce n'est pas seulement un choix professionnel, c'est un choix de mode de vie. En particulier pour moi, parce que j'ai dû partir loin de ma famille pour travailler ici. Ils vivent loin d'ici? Oui, mes parents vivent maintenant dans le sud de l'Écosse. C'est à 450 km. Ici, nous sommes loin de tout. C'est vrai. Je crois que vivre dans un endroit comme celui-ci convient très bien à certaines personnes. Si l'on parvient à tirer le meilleur de ce paysage, profiter du fait d'être en extérieur dans cet endroit magnifique et qu'on l'apprécie pour ce qu'il est plutôt que pour ce qu'on en fait, alors ce lieu est parfait. Et après 2 ans, tu es sûr que c'est le bon choix que tu as fait? Absolument, j'en ai jamais douté. On doit cette magie des lieux à son créateur, Osgood Mackenzie, qui veut faire de son domaine une Riviera du Nord.
Historienne et habitante des Highlands, Pauline Butler est passionnée autant par Inverview que par la personnalité ambitieuse de son créateur. Alors là, Pauline, c'est vraiment la partie la plus emblématique, celle qui marque un petit peu le jardin, le wall garden. Mais c'est aussi un des premiers objets qui a été fabriqué, une des premières entités du jardin qui a été fabriquée par Mackenzie. Oui, c'est cela. Osgood est venu ici en 1863. Sa mère avait acheté les terres, essentiellement pour la chasse et la pêche. Regardez ces montagnes là-bas. C'était l'endroit préféré d'Osgood pour aller chasser. Mais il a choisi de construire sa maison à cet endroit précis. L'endroit le plus exposé au vent et probablement l'endroit le plus désert du jardin, ce qui est assez incroyable. C'est très difficile d'imaginer ce lieu tel qu'il était dans les années 1860, sans aucun arbre. C'était juste un paysage de landes stériles. Comme il avait choisi de construire sa maison ici, Osgood a dû réfléchir à la nourriture. Il a fait débarquer des bateaux avec de la terre végétale, puis il a fait construire ces énormes murs à partir de pierres provenant de Torridon, la même que l'on peut trouver sur ces collines. Et voilà du joli grès au teint rosé, une épaisseur impressionnante. Et cela ne sert pas seulement à protéger le jardin des vents. Le mur retient aussi le soleil, la chaleur, qu'il renvoie vers le jardin en créant ainsi un microclimat. C'est tout à fait l'apparence de falaise rocheuse que devait avoir le jardin à l'origine, avec le grès provenant de Torridon. Cela devait ressembler à ça tout autour de ce que l'on appelle aujourd'hui le jardin clos. Et évidemment, on imagine bien que ce n'était pas possible de faire pousser quoi que ce soit là-dessus. En fait, Osgood avait l'habitude de prendre des poches de terre. Il les mettait dans les cavités de la pierre et il plantait à l'intérieur, ce qui marchait assez souvent. C'était un personnage extrêmement fier aussi, Mackenzie. Il était certainement très fier des couleurs lumineuses de ses fleurs. Mais surtout, il faisait toujours mesurer à ses jardiniers la hauteur et la largeur de ses arbres. Il demandait à ses jardiniers de ne jamais cesser de les mesurer. Il se mettait toujours au défi d'être meilleur que les célèbres jardins botaniques de Kew Gardens à Londres. Et c'était aussi un personnage, un autodidacte en fait, quelqu'un qui n'y connaissait pas grand-chose en jardinage. Il a appris tout seul. À l'origine, il a probablement appris au contact de sa famille en grandissant. Son oncle et son grand-père étaient particulièrement amateurs de fleurs, d'arbres. Il écrivait aussi sur la botanique d'une manière enthousiaste pour que les amateurs puissent comprendre et s'en inspirer. Il adorait que les gens suivent son exemple. Il voulait qu'ils tentent des choses. En 1879, Osgood a une fille qui va rapidement s'imposer dans l'histoire du jardin. Oh oui, Marie est née en 1879, comme vous l'avez dit. C'était le seul enfant d'Osgood, sa seule fille. Elle a vécu ici et elle a montré une grande volonté d'implication pour le jardin, à mesure que son père vieillissait. Alors, quand il est mort en 1922, elle a vraiment voulu s'impliquer pour entretenir le jardin de son père, mais toujours selon sa mémoire, en suivant son exemple et son héritage. Le Woodland Garden, pour moi, c'est vraiment la partie la plus belle, la plus étonnante, la plus fabuleuse du jardin. Qu'est-ce qu'ils ont vraiment voulu créer et qu'est-ce que c'est un Woodland Garden ? Un sous-bois jardiné, du point de vue d'Inverview, c'est d'abord beaucoup de chemins sinueux. C'est un mélange incroyable de très vieux eucalyptus, de plantes jeunes, de plantes colorées, de plantes exotiques, de palmiers. C'est ce qui fait que l'on est surpris à chaque coin du jardin. On ne sait jamais ce que l'on va y trouver d'un jour à l'autre ou d'une saison à l'autre. C'est une surprise de tous les instants. Qu'est-ce qu'ils voulaient fabriquer exactement ici ? Quelque chose qui devait impressionner, qui devait étonner. Kevin Ball est jardinier en chef depuis la grande tempête de 2005. Pour lui, il s'agit de maintenir l'état d'esprit des créateurs d'Inverview, notamment dans le sous-bois jardiné. Le sous-bois jardiné à Inverview contraste grandement avec l'aspect formel du jardin clos.
Comme vous pouvez le voir ici, nous avons des pins écossais qui font partie de la haie brise-vent Juste là. et qui génèrent de l'ombre pour les massifs intermédiaires et les parterres. Donc en fait, là, on comprend bien comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on a une première couche qui correspond en fait aux arbres qu'on a au fond, c'est-à-dire aux pins sylvestres. Puis petit à petit, on se rapproche de la lisière, qui est constituée en fait de tous ces rhododendrons et des bambous. Et puis, plus on se rapproche des chemins, et puis on se retrouve avec des vivaces, des hostas, des fougères, des astilbes et toutes ces choses qui font que tout d'un coup on arrive dans une partie très jardinée en fait. Oui, et tout ça tient au fait que les plantes sont connectées. Elles interagissent entre elles. Elles créent une ombre et un abri. Elles apportent une protection pour les plantes qui poussent en dessous d'elles, comme les rhododendrons avec des feuilles larges. Puis encore plus bas pour les plantes au sol, les plantes des bois qui se trouvent dans cette zone du jardin. Ces rhododendrons ont été plantés à l'origine par Osgood Mackenzie. Et ça a tout de suite donné à cet endroit un ressenti particulier, un caractère unique. Est-ce que, Kevin, toi, tu es synchronisé avec l'état d'esprit de Mackenzie ? Oui, j'espère que je suis synchronisé avec l'esprit des lieux. Comme je suis ici depuis longtemps, ça m'a aidé à saisir l'esprit authentique de ce jardin. Lorsque les fortes tempêtes s'abattent sur le littoral, le jardin et la forêt subissent des pertes importantes. Pour restaurer les zones dévastées, les jardiniers expérimentent de nouvelles plantations. Et le jardin se réinvente constamment. Là, on arrive devant un des arbres les plus remarquables du jardin d'Inverview. C'est un chêne panaché, assez exceptionnel. C'est un de vos bijoux, là, ici. C'est l'un des arbres les plus extraordinaires du jardin. C'est un chêne panaché de Turquie. Il a été planté en 1937 par Mary Sawyer. C'est l'arbre le plus beau et le plus emblématique que nous avons dans le jardin. Il est très spécial à mes yeux. À chaque fois que nous avons une tempête, je crains qu'il ne soit déraciné par les vents, du fait de son volume. Je ne veux pas voir ça. Oh oui, complètement. Quand j'arrive au jardin, parfois j'envoie un autre jardinier pour vérifier qu'il est encore debout. Et ce qui est magnifique, c'est la manière dont cet arbre il capte la lumière en fait. On l'aurait pas avec juste les feuilles toutes vertes. Oui, exactement. Cet aspect bigarré, avec la couleur crème et le vert, a tendance à illuminer naturellement des zones sombres. Ça ressemble à une pierre précieuse qui brille dans le jardin. L'aspect bigarré n'est malheureusement pas stable, donc nous devons l'entretenir de manière annuelle, si ce n'est biannuelle. Ah oui, là, la feuille, elle a vraiment rien à voir, quoi. Oui, c'est une partie qui tend à revenir à la couleur verte et que nous devons enlever tous les ans, car nous voulons conserver cet aspect panaché qu'on voit sur cette partie. C'est cette partie qui est la plus singulière et que nous voulons préserver. Le chêne panaché est né d'une mutation génétique inexpliquée. Ici, il a été greffé sur un chêne traditionnel, un porte-greffe qui, si l'on n'y prend pas garde, a tendance à reprendre le dessus. Laurence Daguin est une amie de longue date. Elle est paysagiste et jardinière à Inverview. Ça, c'est une partie dont tu t'occupes, Laurence, ici. Oui, cette partie-là, c'est le bamboocellum. C'est une des parties du Woodland Garden qu'Osgood Mackenzie a créé en premier. Et là, en fait, on a énormément d'érables, de fougères, de rhododendrons. D'arbres gigantesques, oui. Et de la lumière aussi. Comme dans tous les Woodland Gardens, l'équilibre, en fait, à maintenir entre la lumière et l'ombre est très important. Non seulement pour avoir de beaux sujets, mais d'avoir aussi des effets de lumière constants et changeants. Et justement, les choses qui poussent ici, c'est plutôt des choses qui aiment à la fois un peu de lumière et à la fois cette situation de sous-bois. Tout à fait. C'est le cas des fougères arborescentes. C'est le cas des fougères arborescentes ici, oui. Qui sont là-bas, qui sont énormes. Oui. Et en fait, ces fougères-là, elles viennent de Tasmanie.
on arrive à les cultiver ici, parce qu'en Tasmanie du Nord, il fait plutôt froid, et donc en fait, on a les mêmes conditions climatiques. Bien sûr, en hiver, on les protège, on les enrubane, on relève les feuilles pour la neige, etc. Donc on essaye de les protéger au maximum. Et alors là, moi, ce que j'aime bien ici quand même, c'est que vous gardez les feuilles qui ont un petit peu séché, alors qu'on pourrait imaginer qu'avec le public, vous contentiez des belles feuilles bien vertes. On les aime, mais là, il y a un peu de la pédagogie là quand même. C'est de la pédagogie et c'est aussi une démarche esthétique, c'est-à-dire que dans le Woodland Garden ici, en fait, on essaye justement, comme Osgood Mackenzie, sa fille, et comme les jardiniers avant nous, de garder cet équilibre entre le naturel et le sophistiqué. On est entre ces deux données esthétiques et il faut jardiner, mais pas trop, laisser un petit peu. Alors là, on est attaqué par le petit moucheron local, c'est ça? Le petit moucheron local, voilà, les midges qui vivent dans le sol, qui vivent dans le sol acide. En fait, qui épuisent les touristes en juillet et en août en Écosse. Ils viennent pas juste à 5 ou 6, ils viennent par milliers. Ils viennent par milliers, par milliers, absolument. C'est pas des moustiques, hein? C'est pas des moustiques, c'est des microscopiques, des petits moucherons microscopiques, mais qui piquent. Et en fait, ils surgissent du sol de mai jusqu'à octobre. Et on les trouve aussi en Scandinavie et en Sibérie, je crois, enfin là où il y a tous les terres acides. Ok. Et c'est assez insupportable. Non. La rocaille, elle a une histoire particulière, je crois. Oui. Ouais, la rocaille, elle a une histoire particulière, c'est-à-dire que avant Inverview House, il y avait une autre maison qui était beaucoup plus traditionnelle dans le modèle écossais. Elle était faite en énormes pierres de grès rose toridonien. Un cottage ou une mansion. Mansion house, oui, complètement. Mais en fait, il y a un feu absolument atroce qui a détruit la maison. Et donc, ils se sont retrouvés avec une quantité de pierres taillées, etc., assez phénoménale. Il fallait en faire quelque chose. Il fallait en faire quelque chose. C'était des gens extrêmement pratiques, pas si fortunés que ça du tout. Et donc, Mary a décidé, avec les jardiniers, de construire ce jardin de rocaille. Et il est quand même assez extraordinaire parce qu'on voit dans la structure, dans l'agencement en fait, des terrasses et des cheminements, on a 3 niveaux en fait dans le Rock Garden. On a le premier, la grande promenade en belvédère qui épouse toute la baie comme ça dans le contour. Après, on a la promenade à l'intérieur centrale et après, on a le 3e niveau en fait qui descend et qui meurt dans la mer. Ouais. Et la marée vient tous les matins et tous les soirs saluer le Rock Garden en fait. Ah ouais. Voilà. Là, c'est vraiment la carte postale des Highlands. Complètement. La grande montagne complètement dramatique, la petite prairie avec un gazon bien vert. Et là, premier plan, un eucalyptus. Eucalyptus. Il y a un gros décalage. Et ça, c'est vraiment la particularité de ce jardin, d'avoir un contraste permanent et en même temps une relation très forte au grand paysage. C'est-à-dire que les montagnes ici sont les mêmes depuis des millions d'années. Ouais. Et donc, quelque part, elles ont un côté très éternel, finalement. Ouais. Et en même temps, juste devant, au premier plan, on a toute cette végétation complètement exotique. Plus fragile, fabriquée de toutes pièces et amenée par la main de l'homme. Et ça, c'est quand même un grand exploit horticole, je trouve. Un acteur parfait de cette petite scène de théâtre, c'est l'eucalyptus, on va aller le voir. Le grand eucalyptus coccinea. Il est beau, là. Ouais. C'est vraiment un tableau, cet arbre. Oui, Eucalyptus coccinea. Qu'est-ce qui est arrivé? En fait, si on regarde bien, la base du tronc, elle pousse ici. Elle pousse droit, la première partie pousse droit ici, comme ça, à la verticale. Ouais. Et en fait, ici, comme on est vraiment très exposé en bord de mer, complètement face au vent, à chaque fois, la tempête pousse un peu plus l'arbre comme ça. Mais comme les eucalyptus sont des arbres extrêmement souples, extrêmement flexibles, l'arbre pousse contre la rocaille, contre les terrasses. Et du coup, ça lui donne cet air un peu d'animal qui est venu faire une petite pause. Voilà, il rampe, et il vient complètement sur les terrasses et il épouse les terrasses ici. Donc on peut dire qu'il a été sculpté par le vent et par la rocaille. Sculpté par le vent et par la rocaille. Et d'ailleurs, cet arbre, en fait, c'est un de nos arbres préférés. C'est comme un symbole de résilience, cet arbre-là. C'est une attitude qu'on
qu'on adopte ici dans le jardin. De résilience, c'est-à-dire de cette capacité à se remettre d'une tempête, d'un traumatisme. Ou de l'accepter et de faire avec. D'accepter, parce que nous, on fait du jardin, on fait du beau, on essaye de créer des scènes, mais on ne contrôle rien. On ne peut pas contrôler le vent, on ne sait pas ce qui va arriver demain. Il faut qu'on accepte ça, en fait, pour pouvoir continuer, pour pouvoir avancer, à jardiner et à créer de nouveaux espaces. Si on n'accepte pas ça, on ne se remet jamais des traumatismes, en fait. La nature a eu son heure de gloire en le poussant contre la rocaille. Elle a Mais le peut-être reste pas dit du son temps, dernier mot. elle n'a pas dit son dernier mot. Peut-être pas.